De l'homme, par Claude Adrien Helvétius, 1769. Section 2, chapitre 7. La sensibilité physique est la cause unique de nos actions, de nos pensées, de nos passions et de notre sociabilité. Action. C'est pour se vêtir, pour parer sa maîtresse ou sa femme, leur procurer des amusements, se nourrir soi et sa famille, et jouir enfin du plaisir attaché à la satisfaction des besoins physiques que l'artisan et le paysan pensent, imaginent et travaillent. La sensibilité physique est donc l'unique moteur de l'homme. Il n'est donc susceptible, comme je vais le prouver, que de deux espèces de plaisir et de peine. L'une sont les peines et les plaisirs physiques, l'autre sont les peines et les plaisirs de prévoyance ou de mémoire. Douleur. Je ne connais que deux sortes de douleurs, la douleur actuelle et la douleur de prévoyance. Je meurs de faim, j'éprouve une douleur actuelle. Je prévois que je mourrai bientôt de faim, j'éprouve une douleur de prévoyance dont l'impression est d'autant plus forte que cette douleur doit être plus prochaine et plus vive. Le criminel qui marche à l'échafaud n'éprouve encore aucun tourment, mais la prévoyance qui lui rend son supplice présent le commence. Remords. Le remords n'est que la prévoyance des peines physiques auxquelles le crime nous expose. Le remords est par conséquent en nous l'effet de la sensibilité physique. Je frissonne à l'aspect des feux, des roues, des fouets, qu'allument, courbent et tressent au tartare l'imagination du peintre ou du poète. Un homme est-il sans crainte? Est-il au-dessus des lois? C'est sans repentir qu'il commet l'action malhonnête qui lui est utile, pourvu néanmoins qu'il n'ait point encore contracté d'habitude vertueuse. Cette habitude prise, on n'en change point sans éprouver un malaise et une inquiétude secrète, à laquelle on donne encore le nom de remords. L'expérience nous apprend que toute action qui nous expose ni aux peines légales ni à celles du déshonneur est en général une action toujours exécutée sans remords. Solon et Platon aimaient les femmes et même les jeunes gens, et l'avouaient. Le vol n'était point puni à Sparte, et les Lacédémoniens volaient sans remords. Les princes d'Orient peuvent impunément charger leurs sujets d'impôts, et ils les en accablent. L'inquisiteur peut impunément brûler quiconque ne pense pas comme lui sur certains points métaphysiques, et c'est sans remords qu'il venge, par des tourments affreux, l'offense légère que fait à sa vanité la contradiction d'un juif ou d'un incrédule. Les remords doivent donc leur existence à la crainte du supplice ou de la honte, toujours réductible, comme je l'ai déjà dit, à une peine physique. Amitié. C'est pareillement de la sensibilité physique que découlent les larmes dont j'arrose l'urne de mon ami. La mort me l'a-t-elle enlevé? Je regrette en lui l'homme dont la conversation m'arrachait à l'ennui, à ce malaise de l'âme qui réellement est une peine physique. Je pleure celui qui eût exposé sa vie et sa fortune pour me soustraire à la mort et à la douleur, et qui, sans cesse occupé de ma félicité, voulait, par des plaisirs de toute espèce, donner sans cesse plus d'extensité à mon bonheur. Qu'on descende, qu'on fouille au fond de son âme, l'on aperçoit dans tous ses sentiments que les développements du plaisir et de la douleur physique. Que ne peut cette douleur? Par elle, le magistrat enchaîne le vice et désarme l'assassin. Plaisir. Il est deux sortes de plaisir, comme il est deux sortes de douleur. L'un est plaisir physique, l'autre le plaisir de prévoyance. Un homme aime-t-il les belles esclaves et les beaux tableaux? S'il découvre un trésor, il est transporté. Cependant, dira-t-on, il n'éprouve encore aucun plaisir physique, j'en conviens, mais il acquiert en ce moment les moyens de se procurer les objets de ses désirs. Or, cette prévoyance d'un plaisir prochain est déjà un plaisir. Sans amour pour les belles esclaves et les beaux tableaux, il eût été indifférent à la découverte de ce trésor. Les plaisirs de prévoyance supposent donc toujours l'existence des plaisirs des sens. C'est l'espoir de jouir demain de ma maîtresse qui me rend heureux aujourd'hui. La prévoyance ou la mémoire convertit en jouissance réelle l'acquisition de tout moyen propre à me procurer des plaisirs. Par quel motif, en effet, éprouvais-je une sensation agréable chaque fois que j'obtiens un nouveau degré d'estime, de considération, de richesse et surtout de pouvoir? C'est que je regarde le pouvoir comme le plus sûr moyen d'accroître mon bonheur. Pouvoir. Les hommes s'aiment eux-mêmes. Tous désirent d'être heureux et croient qu'ils le seraient parfaitement
s'ils étaient revêtus du degré de puissance nécessaire pour leur procurer toute espèce de plaisir. Le désir du pouvoir prend donc sa source dans l'amour du plaisir. Supposons un homme absolument insensible, mais il serait, dira-t-on, sans idée, par conséquent une pure statue. Soit. Admettons cependant qu'il pût exister, et même penser. Quel cas ferait-il du pouvoir et du sceptre des rois ? Aucun. En effet, quel degré de bonheur cet immense pouvoir ajouterait-il à la félicité d'un homme impassible ? Si la puissance est si désirée de l'ambitieux, c'est comme un moyen d'acquérir des plaisirs. Le pouvoir est comme l'argent, une monnaie. L'effet du pouvoir et de la lettre de change est le même. Suis-je muni d'une telle lettre, je touche à Londres ou à Paris 100 000 francs ou 100 000 écus, et par conséquent, tous les plaisirs dont cette somme est représentative. Suis-je muni d'une lettre de commandement ou du pouvoir, je tire pareillement à vue sur mes concitoyens telle quantité de denrées ou de plaisirs. Les effets de la richesse et du pouvoir sont à peu près semblables parce que la richesse est un pouvoir. Dans un pays où l'argent serait inconnu, de quelle manière percevrait-on les impôts ? En nature, c'est-à-dire en blé, vin, bestiaux, fourrage, graines, gibier, etc. De quelle manière y ferait-on le commerce ? Par échange. L'argent doit donc être regardé comme une marchandise portative avec laquelle on est convenu, pour la facilité du commerce, d'échanger toutes les autres marchandises. En serait-il de même des dignités et des honneurs avec lesquels les peuples policés récompensent les services rendus à la patrie ? Pourquoi non ? Que sont les honneurs ? Une monnaie pareillement représentative de toute espèce de denrées et de plaisirs. Supposons un pays où la monnaie des honneurs n'eût point cours. Supposons un peuple trop libre et trop fier pour supporter une trop grande inégalité dans les conditions des citoyens et donner aux uns trop d'autorité sur les autres. De quelle manière ce peuple récompenserait-il les actions grandes et utiles à la patrie ? Par des biens et des plaisirs en nature, c'est-à-dire par le transport de tant de grains, bière, foin, vin, etc., dans la cave ou le grenier d'un héros, par le don de tant d'arpents de terre à défricher ou de tant de belles esclaves. C'était par la possession de Briséis que les Grecs récompensaient la valeur d'Achille. Quelle était chez les Scandinaves, les Saxons, les Scythes, les Celtes, les Samnites, les Arabes, la récompense du courage, des talents et des vertus ? Tantôt le don d'une belle femme, tantôt une invitation à des festins où, nourris de mets délicats, abreuvés de liqueurs agréables, les guerriers écoutaient avec transport les chansons des bardes. Il est donc évident que si l'argent et les honneurs sont, chez la plupart des peuples policés, les récompenses des actions vertueuses, c'est comme représentatif des mêmes biens et des mêmes plaisirs que les peuples pauvres et libres accordaient en nature à leurs héros et pour l'acquisition desquels ces héros s'exposaient au plus grand danger. Aussi, dans la supposition où ces dignités et ces honneurs ne fussent plus représentatifs de ces denrées et de ces plaisirs, dans l'hypothèse où ces honneurs ne seraient que des vains titres, ces titres, appréciés à leur juste valeur, cesseraient bientôt d'être un objet de désir. Il faut, pour aller à la sape, que l'écu donné aux soldats soit représentatif d'une pinte d'eau de vie et de la nuit d'une vivandière. Les soldats d'autrefois et les soldats d'aujourd'hui sont les mêmes. L'homme n'a pas changé, et pour les mêmes récompenses, il fera, en tous les temps, à peu près les mêmes actions. Le suppose-t-on indifférent au plaisir et à la douleur ? Il est sans action. Il n'est susceptible ni de remords, ni d'amitié, ni enfin de l'amour des richesses et du pouvoir, parce qu'on est nécessairement insensible aux moyens d'acquérir du plaisir lorsqu'on l'est au plaisir même. Ce qu'on cherche dans la richesse et la puissance, c'est le moyen de se soustraire à des peines et de se procurer des plaisirs physiques. Si l'acquisition de l'or et du pouvoir est toujours un plaisir, c'est que la prévoyance et la mémoire convertit en plaisir réel tous les moyens d'en avoir. La conclusion générale de ce chapitre, c'est que dans l'homme tout est sentir, vérité dont je donnerai encore une preuve nouvelle en montrant que la sociabilité n'est en lui qu'une conséquence de cette même sensibilité. Chapitre 8. De la sociabilité. L'homme est, de sa nature, et frugivore et carnassier. Il est d'ailleurs faible, mal armé, et par conséquent exposé à la voracité des animaux plus forts que lui. L'homme, ou pour se nourrir, ou pour se soustraire à la fureur du tigre et du lion, dut donc se réunir à l'homme.
L'objet de cette union fut d'attaquer, de tuer les animaux, ou pour les manger, ou pour défendre contre eux les fruits ou les légumes qui lui servaient de nourriture. Cependant, l'homme se multiplia, et, pour vivre, il lui fallut cultiver la terre. Pour l'engager à semer, il fallait que la récolte appartînt à l'agriculteur. À cet effet, les citoyens firent entre eux des conventions et des lois. Ces lois resserrèrent les liens d'une union qui, fondée sur leurs besoins, était l'effet immédiat de la sensibilité physique. Mais leur sociabilité ne peut-elle pas être regardée comme une qualité innée, une espèce de beau moral? Ce que l'expérience nous apprend à ce sujet, c'est que dans l'homme, comme dans l'animal, la sociabilité est l'effet du besoin. Si celui de se défendre rassemble en troupeau ou société les animaux pâturants, tels que les bœufs, les chevaux, etc., le besoin d'attaquer, chasser et combattre leurs proies réunit pareillement en société les animaux carnassiers, tels que les renards et les loups. L'intérêt et le besoin sont le principe de toute sociabilité. Ce principe, dont peu d'écrivains ont donné des idées nettes, est donc le seul qui unisse les hommes entre eux. Aussi, la force de leur union est-elle toujours proportionnée à celle et de l'habitude et du besoin. Du moment où le jeune sauvage et le jeune sanglier sont en état de pourvoir à leur nourriture et à leur défense, ils quittent l'un la cabane, l'autre la bauge de ses parents. L'aigle méconnaît ses aiglons au moment qu'assez rapides pour fondre sur leur proie, ils peuvent se passer de son secours. Le lien qui unit les enfants aux pères et les pères aux enfants est moins fort qu'on ne l'imagine. La trop grande force de ce lien serait même funeste aux États. La première passion du citoyen doit être celle des lois et du bien public. Je le dis à regret, l'amour filial doit être subordonné, dans l'homme, à l'amour patriotique. Si ce dernier amour ne l'emporte sur tous les autres, où trouver une mesure du vice et de la vertu? Dès lors, il n'en est plus, et toute morale est détruite. Par quelle raison, en effet, aurait-on par-dessus tout recommandé aux hommes l'amour de Dieu ou de la justice? C'est qu'on a confusément senti le danger auquel les exposerait un trop excessif amour de la parenté. Qu'on en légitime l'excès, qu'on le déclare le premier des amours, un fils est dès lors en droit de piller son voisin ou de voler le trésor public, soit pour soulager le besoin d'un père, soit pour augmenter son aisance. Autant de familles, autant de petites nations qui, divisées d'intérêts, seront toujours armées les unes contre les autres. Tout écrivain qui, pour donner bonne opinion de son cœur, fonde la sociabilité sur un autre principe que sur celui des besoins physiques et habituels, et trompe les esprits faibles et leur donne de fausses idées de la morale. La nature a voulu sans doute que la reconnaissance et l'habitude fussent dans l'homme une espèce de gravitation qui le porta à l'amour de ses parents, mais elle a voulu aussi que l'homme trouvât dans le désir naturel de l'indépendance une force répulsive qui diminua du moins la trop grande force de cette gravitation. Aussi la fille sort-elle joyeuse de la maison de sa mère pour passer dans celle de son mari. Aussi le fils quitte-t-il avec plaisir les foyers paternels pour occuper une place dans l'Inde, exercer une charge en province ou simplement pour voyager. Malgré la prétendue force du sentiment et de l'amitié et de l'habitude, l'on change à Paris tous les jours de quartier, de connaissances et d'amis. Veut-on faire des dupes, l'on exagère la force du sentiment et de l'amitié, l'on traite la sociabilité d'amour ou de principe inné. Peut-on de bonne foi oublier qu'il n'est qu'un principe de cette espèce, la sensibilité physique? C'est à ce seul principe que l'on doit et l'amour de soi et l'amour si puissant de l'indépendance. Si les hommes étaient, comme l'on dit, portés l'un vers l'autre par une attraction forte et mutuelle, le législateur céleste leur eût-il commandé de s'aimer? Leur eût-il ordonné d'aimer leur père et mère? Ne se fût-il pas reposé de ce soin sur la nature qui, sans le secours d'aucune loi, force l'homme de manger et de boire lorsqu'il a faim et soif, d'ouvrir ses yeux à la lumière et de retirer son doigt du feu? Des voyageurs ne nous apprennent point que l'amour de l'homme pour ses semblables soit si commun qu'on le prétend. Le navigateur, échappé du naufrage et jeté sur une côte inconnue, ne va pas les bras ouverts se jeter au col du premier homme qu'il rencontre. Il se tapit au contraire dans un buisson. C'est de là qu'il étudie les mœurs des habitants
et de là qu'il sort tremblant pour se présenter à eux. Mais qu'un de nos vaisseaux européens à bord d'une île inconnue, les sauvages, dira-t-on, n'accourent-ils pas en foule vers le navire? Cette vue sans doute les surprend. Les sauvages sont frappés de la nouveauté de nos habits, de nos parures, de nos armes, de nos outils. Ce spectacle excite leur étonnement. Mais quel désir succède en eux, ce premier sentiment? Celui de s'approprier les objets de leur admiration. Devenus alors moins gais et plus rêveurs, ils s'occupent des moyens d'enlever, par adresse ou par force, ces objets de leur désir. Ils épient à cet effet le moment favorable de voler, piller et massacrer les Européens qui, dans leur conquête du Mexique et du Pérou, leur ont d'avance donné l'exemple de pareilles injustices et cruautés. La conclusion de ce chapitre, c'est que les principes de la morale et de la politique, comme tous les principes des autres sciences, doivent s'établir sur un grand nombre de faits et d'observations. Or, que résulte-t-il des observations faites jusqu'à présent sur la morale? C'est que l'amour des hommes pour leurs semblables est un effet de la nécessité de s'entre-secourir et d'une infinité de besoins dépendant de cette même sensibilité physique que je regarde comme le principe de nos actions, de nos vices et de nos vertus. En conservant mon opinion sur ce point, je crois devoir défendre le livre de l'esprit contre les imputations odieuses du cagotisme et de l'ignorance. Chapitre 9. Justification des principes admis dans le livre de l'esprit. Lorsque le livre de l'esprit parut, les théologiens me traitèrent de corrupteur des mœurs. Ils me reprochaient d'avoir soutenu, d'après Platon, Plutarque, et l'expérience, que l'amour des femmes avait quelquefois excité les hommes à la vertu. Le fait cependant est notoire. Leur reproche est donc absurde. Si le pain, leur dit-on, peut être la récompense du travail et de l'industrie, pourquoi pas les femmes? Tout objet désiré peut devenir un encouragement à la vertu lorsqu'on n'en obtiendra la jouissance que par des services rendus à la patrie. Dans les siècles où les invasions des peuples du Nord et les incursions d'une infinité de brigands tenaient toujours les citoyens en armes, où les femmes, souvent exposées aux insultes d'un ravisseur, avaient perpétuellement besoin de défenseurs, quelle vertu devait être la plus honorée? La valeur. Aussi les faveurs des femmes étaient-elles la récompense des plus vaillants? Aussi tout homme, jaloux de ces mêmes faveurs, devait-il, pour les obtenir, s'élever à ce haut degré de courage qui animait encore, il y a 4 siècles, tous les preux chevaliers. L'amour du plaisir fut donc, en ces siècles, le principe productif de la seule vertu connue, c'est-à-dire de la valeur. Aussi, lorsque les mœurs changèrent, lorsque la police, plus perfectionnée, mit la Vierge timide à l'abri de toute insulte, alors la beauté, car tout se tient dans un gouvernement, moins exposée aux outrages d'un ravisseur, honora moins ses défenseurs. Si l'enthousiasme des femmes pour la valeur décrut alors dans la proportion de leur crainte, si l'estime, conservée encore aujourd'hui pour le courage, n'est plus qu'une estime de tradition, si, dans ce siècle, l'amant le plus jeune, le plus assidu, le plus complaisant et surtout le plus riche est communément l'amant préféré, qu'on ne s'en étonne point, tout est ce qu'il doit être. Les faveurs des femmes, selon les changements arrivés dans les mœurs et les gouvernements, ou sont, ou cessent d'être des encouragements à certaines vertus. L'amour en lui-même n'est donc point un mal. Pourquoi regarder ces plaisirs comme la cause de la corruption politique des mœurs? Les hommes ont eu, dans tous les temps, à peu près les mêmes besoins, et dans tous les temps, ils les ont satisfaits. Les siècles où les peuples ont été plus adonnés à l'amour furent ceux où les hommes étaient les plus forts et les plus robustes. L'Edda, les poésies herses, enfin, toute l'histoire nous apprend que les siècles, réputés héroïques et vertueux, n'ont pas été les plus tempérants. La jeunesse est fortement attirée vers les femmes. Elle est plus avide de plaisir que l'âge avancé. Cependant, elle est communément plus humaine et plus vertueuse. Elle est au moins plus active, et l'activité est une vertu. Ce n'est ni l'amour, ni ses plaisirs qui corrompirent l'Asie, amollirent les mœurs des Mèdes, des Assyriens, des Indiens, etc. Les Grecs, les Sarrasins, les Scandinaves n'étaient ni plus réservés, ni plus chastes que ces Perses et ces Mèdes, et cependant, ces premiers peuples n'ont jamais été cités parmi les peuples efféminés et mous. S'il est au moins où les faveurs des femmes puissent devenir un principe de corruption, c'est lorsqu'elles sont vénales, lorsqu'on achète leur jouissance, lorsque l'argent, loin d'être la récompense du mérite et des talents, devient celle de l'intrigue, de la flatterie, et qu'enfin, un satrape
ou un nabab peut, à force d'injustice et de crimes, obtenir du souverain le droit de molester, de piller les peuples de son gouvernement et de s'en approprier les dépouilles. Il en est des femmes comme des honneurs, ces objets communs du désir des hommes. Les honneurs sont-ils le prix de l'iniquité ? Faut-il, pour y parvenir, flatter les grands, sacrifier le faible au puissant et l'intérêt d'une nation à l'intérêt d'un Soudan ? Alors les honneurs, si heureusement inventés pour la récompense et la décoration du mérite et des talents, deviennent une source de corruption. Les femmes, comme les honneurs, peuvent donc, selon les temps et les mœurs, successivement devenir des encouragements au vice ou à la vertu. La corruption politique des mœurs ne consiste donc que dans la dépravation des moyens employés pour se procurer des plaisirs. Le moraliste austère, qui prêche sans cesse contre les plaisirs, n'est que l'écho de sa mie ou de son confesseur. Comment éteindre tout désir dans les hommes, sans détruire en eux tout principe d'action ? Celui qu'aucun intérêt ne touche n'est bon à rien, et n'a d'esprit en rien.